Chapitre 6. Structure de parenté au stade clanique et tribal. Processus par lequel le nom passe de la collectivité clanique à l'individu. Cheikh Anta Diop, Civilisation ou barbarie. La structure de la parenté dépend étroitement des conditions matérielles de vie. Elle évolue ou change même avec celle-ci d'une manière que le structuralisme de Lévi-Strauss serait incapable de prévoir. Un noueur explique à Evans Pritchard que l'enfant porte le nom du clan de sa mère tant que le mariage est matrilocal. La filiation est alors matrilinéaire. Mais si la situation est inversée durant la vie de la même personne, la femme rejoignant le clan de son mari, le mariage devenant patrilocal, la filiation devient patrilinéaire. L'enfant change de nom et porte désormais celui de son clan paternel. La situation est la même chez les Wéhi de la Côte d'Ivoire. Dans le clan du père, le Wéhi est connu sous son Nénin-Niéné. Mais quand il vit ou arrive dans le village de sa mère, il perd automatiquement son patronyme au bénéfice du Nénin-Niéné de sa mère. Cette structure confère naturellement des droits et des obligations. Chez la tribu indienne Hupa, qui adopte la filiation patrilinéaire, Robert Hour note: néanmoins, cette lignée paternelle, quoique se distinguant objectivement de l'autre parenté par une résidence commune, n'était pas spécifiquement reconnue par les Hupa comme une unité distincte. Il pouvait ainsi arriver qu'un homme, dans l'impossibilité de payer le prix de la fiancée, fût obligé d'aller en service dans le village de son beau-père, et les enfants de ce mariage appartiennent alors à la famille de la femme. Plus loin, il écrit: les Indiens Pueblos sont matriarcaux au sens plein du terme. Il n'en va pas de même de la plupart des peuplades classées sous cette rubrique. Nous trouvons très communément qu'un mari commence sa vie conjugale avec ses beaux-parents, remplissant à tous les égards les fonctions d'un domestique, mais qu'il fonde plus tard, souvent avec la naissance des enfants, un ménage indépendant. C'est le cas des Hidatsa, des Owambo de l'Afrique du Sud, des Kassi d'Assam. L'influence de la parenté maternelle est alors moins prononcée que dans les associations matrilocales permanentes. Cette phase de transition, de passage du matriarcat au patriarcat, est riche d'enseignements pour la sociologie. Nous saisissons alors l'œuvre des conditions matérielles et historiques mêmes qui ont donné naissance aux deux systèmes matrilinéaires et patrilinéaires et à la relation avinculaire. La parenté, la filiation, l'héritage, tout dérive essentiellement de la situation sociale privilégiée du conjoint qui reste dans son clan et de ce fait héberge l'autre. On pourrait citer l'exemple des familles bleues d'Irlande. Le mari qui a immigré du continent n'a aucun droit sur ses enfants de mère insulaire. Donc les deux régimes ne révèlent point de facteur racial. L'ethnie n'est pas en cause. Les berceaux respectifs eussent-ils été intervertis, le nègre et le blanc eussent transmis à l'histoire des modèles sociaux inverses de ceux que l'humanité leur doit. Le tabou de l'inceste et les formations des tribus, des nationalités, des nations. Le passage du clan à la tribu monolingue, c'est-à-dire l'ethnie, à la nationalité, est une conséquence de l'exogamie du clan. Des raisons matérielles et biologiques sur la nature desquelles les spécialistes discutent encore ont amené très tôt l'humanité archaïque à pratiquer l'interdit de l'inceste, qui marque le point de départ de la civilisation. L'endogamie de clans étant prohibée, plusieurs clans voisins contractent des liens de mariage qui deviennent avec le temps des liens de parenté par alliance. Tous ces clans qui occupent le même territoire finissent par parler la même langue, même si les idiomes étaient différents à l'origine. Le nombre de clans pouvant se grouper ainsi pour former une tribu plus ou moins puissante n'obéit à aucune règle et dépend tout au plus de l'étendue et de la fertilité des terres occupées par le groupe humain. Ainsi naquit la nationalité. L'individu portera le nom clanique
surtout après la détribalisation. Structure dominante dans le clan et la tribu. La structure dominante dans le clan et à un moindre degré dans la tribu est le lien de sang. La loi du talion régit les sociétés claniques, sans État, et ne s'affaiblit qu'au fur et à mesure qu'une autorité supraclanique, d'abord tribale, émerge et constitue un contrepoids à la justice individuelle. L'idée de parenté est fondée sur le sacré. La religion domestique, qui veut que deux parents aient un ancêtre mythique commun, se confondant ou non avec un totem. La solidarité qu'elle implique est le meilleur garant de la sécurité individuelle, tant que la société garde sa structure élémentaire, clanique ou tribale. Elle s'atténue lorsque la société s'étend démesurément, évolue sous l'empire des forces productives et de la division du travail, revêt des formes d'une complexité croissante, obligeant des individus quelconques à coopérer dans le travail social nécessaire au développement de tous. Les liens de sang restent très forts dans la forme monarchique de l'État, malgré la complexité de l'organisation sociale et parfois l'étendue du royaume. En effet, trop d'intérêts matériels restent attachés aux liens du sang, que l'on s'efforce de maintenir sur le plan sacré initial du stade clanique. L'hérédité des fonctions publiques et des charges renforce les liens de parenté. L'Europe monarchique de l'Ancien Régime et l'Afrique noire précoloniale se trouvaient dans ce cas. Après la laïcisation de la pensée et le développement des structures sociales sont les deux facteurs qui contribuent au dépérissement des liens du sang. Ceux-ci, en toute rigueur, ne devraient s'atténuer au maximum que dans la phase correspondant à la forme républicaine et laïque de l'État. Division du travail et hérédité des fonctions au stade clanique. Processus de stratification sociale, d'accumulation primitive et passage à la phase monarchique. La division du travail et l'hérédité des fonctions dans les sociétés africaines remontent au stade clanique. Ce fait très important doit attirer l'attention du sociologue. Le nom clanique est aussi un nom de métier héréditaire et la même évolution s'applique a fortiori aux sociétés africaines sans nom propre. Par un souci manifeste d'équilibre politique et social, tel Clanwer fournit héréditairement le prêtre du grain, tel autre le faiseur de pluie, le roi, le dompteur, spécialiste du lion, du léopard, le guérisseur. La division du travail inhérente à la structure tribale engendre un processus cumulatif, un premier développement des forces productives, surplus agricole, permettant un saut qualitatif, autrement dit le passage à la phase monarchique. Si une pareille société clanique et tribale est amenée à se défendre sur place contre un ennemi extérieur, les plus vaillants guerriers s'arrogent très vite des droits et des pouvoirs légitimes par les circonstances. Il y a émergence d'une aristocratie militaire et semi-tribale. La division du travail préexistante engendre un système de castes, ou tout au moins une stratification sociale, car progressivement, un certain mépris frappe désormais le travail manuel, comparé au risque de la fonction militaire. Cependant, un vrai système de caste africaine implique au surplus les interdits frappant le forgeron, le travail manuel par excellence. Il pourrait s'agir, dans ce cas particulier, d'un héritage direct de l'Égypte pharaonique, où, jusqu'à la basse époque, une grande superstition a entouré le travail du fer. Dans le temple, les prêtres amenés à toucher des instruments en fer devaient se purifier. Il y a ainsi deux types de sociétés stratifiées en Afrique noire. L'une sans idée de caste, englobant l'Afrique australe et centrale, et l'autre à caste, incluant l'Afrique de l'Ouest, les anciens royaumes du Ghana, du Mali, du Songhai, le Haut-Nil, etc., correspondant assez sensiblement à l'ère du tabou du forgeron. C'est ainsi la zone sahélienne, sans mouche tsetse, celle du cheval de guerre noble, du destrier, instrument de conquête, d'extension,
et de consolidation de ces empires, où une aristocratie militaire coiffe une société rigoureusement castée. Il y aura ainsi une trilogie du cheval, de la caste et du griot. Cette dernière catégorie de sociétés africaines dériverait plus directement ou tardivement de la société égyptienne pharaonique que la première catégorie. Cette question sera réexaminée par la suite. En réaction aux différents fléaux et bouleversements sociaux, pénurie d'hommes consécutives aux guerres, épidémies, génocides, le système communautaire africain s'adapte en s'appliquant le principe communautaire jusqu'à la perversion avec une rigueur logique effrayante. C'est ainsi que dans certains cas, le fils peut épouser une femme de son père défunt, à l'exclusion de sa mère bien sûr. Ce sont les mêmes principes communautaires qui exigent la polygamie pour arracher l'individu, toute femme, à la solitude sociale. Il s'agit là d'un choix délibéré de la société africaine précoloniale, choix qui est à l'opposé de la nécessaire solitude matérielle et morale des sociétés individualistes occidentales. Il en résulte qu'autant la sphère de la vie privée dans ces dernières est grande, autant elle est réduite dans les premières, où la société envahit tout l'espace personnel privé disponible, de sorte que les névroses des sociétés occidentales sont dues à un excès de solitude, tandis que celles des sociétés africaines ou communautaires en général doivent être recherchées dans cet excès de vie communautaire même. Différentes phases d'évolution. Matriarcat absolu à l'état pur, caractérisé par l'avunculat. Ce régime ne se conçoit qu'au stade vraiment primaire de la toute première émergence du clan matriarcal. Les erreurs d'analyse viennent du fait que la plupart des clans et des tribus étudiées ont déjà connu une évolution très complexe. C'est le cas des sociétés africaines qui ont vécu sous la monarchie et qui se sont retribalisées à des degrés différents pendant la période de la traite négrière. On y trouve alors une coexistence d'éléments tribaux et monarchiques et des systèmes variés de filiation qui trompent l'observateur non perspicace. Lorsque pour différentes raisons, sauf dans la phase monarchique, le mariage cesse d'être matrilocal, l'homme reprend ses droits et la filiation devient ou tend à devenir patrilinéaire. Mariage patrilocal ou bilatéral dans le cas d'une évolution conduisant à la société élargie et complexe qu'est la monarchie. Ainsi, dans la royauté caïorienne, où la femme ne pouvait pas régner à la place d'une dame, du damel, roi, le régime matriarcal est pourtant sous-jacent, mais seul un regard interne peut s'en apercevoir. La parenté maternelle reste prédominante. De même, si le stade initial est le clan patriarcal indo-européen au stade monarchique final, le système s'amende et la filiation devient bilatérale, avec toujours prédominance de la parenté paternelle. Ainsi, quelle que soit la structure clanique de départ, au stade monarchique ou pseudo-monarchique, tribu évoluée, la parenté devient bilatérale, car les intérêts des hommes et le degré d'évolution des forces productives l'exigent. Mais la structure de parenté garde toujours à l'état fossile, même à ce stade, la structure primaire, matriarcale ou patriarcale, reconnaissable à maints détails pour l'observateur.